Allez, bienvenue à tous dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. On espère que vous allez bien, surtout que vous êtes encore en vacances. C'est le plus important pour ceux qui ont la chance d'en profiter. Et on accompagne chaleureusement et solidairement tous ceux qui ne sont plus en vacances et auxquels on pense. Ils sont peut-être sur la route des retours, par exemple, ou alors sur la route de retour du travail. Pour certains d'entre eux, à 17h05, ce serait raisonnable. On est ensemble jusqu'à 19h pour débattre avec vous. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. Débattre avec qui? Avec vous tous d'abord, au standard de Sud Radio, avec nos vraies voix que je vais vous présenter et débattre surtout de l'actualité. Alors il y a une actualité qui domine tous, et cette rencontre exceptionnelle aujourd'hui aux États-Unis entre d'une part Donald Trump, d'autre part Volodymyr Zelensky, mais aussi les principaux chefs d'État européens. On va se poser une question avec vous dans notre grand débat à 17h30. Est-ce que les Européens pèsent encore? Est-ce qu'ils peuvent se faire entendre? Est-ce qu'ils peuvent tout simplement convaincre Donald Trump de ne pas larguer l'Ukraine? C'est la question qu'on va se poser. On va en parler dans notre grand débat avec vous tous à 17h30. À partir de 17h30, les autres actualités, on y reviendra aussi. On parlera notamment de recyclage de batteries. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir ce qui change. Et on va parler d'un phénomène qui vous touche dans les territoires. Ce sont les déserts médicaux. Pourquoi c'est si compliqué de faire venir un médecin, de le conseiller de s'installer? Vous allez voir que dans certains villages, on est prêt à tout pour faire venir un médecin. Et dans d'autres, même quand on y arrive, c'est la sécurité sociale qui vous met des bâtons dans les roues. C'est ce qu'on verra dans le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Mais avant ça, je vais être bien élevé quand même et je vous présente nos vraies voix du soir. Une journaliste pour commencer, Anissa Arfaoui. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Les vacances sont finies? Ça y est. Bon, ça y est. Écoutez, on va essayer de vous consoler pendant 2 heures au moins, de vous faire penser à autre chose. Vous verrez que l'actualité ne s'est pas arrêtée pendant vos vacances. D'ailleurs, je pense que vous avez eu le temps de le vérifier. Nous sommes également avec une écologiste ce soir, Raphaëlle Rémy-Leleu. Bonsoir. Bonsoir. Écologiste, féministe aussi, élue. Par ailleurs, c'est important de le rappeler. Et bon, vous aussi, vous nous confirmez que les élus n'ont pas de vacances en général? Très peu. Très peu. Surtout quand on fait la permanence du mois d'août à Paris. Ouais, la permanence du mois d'août à Paris, ça veut dire quoi la permanence du mois d'août à Paris? La permanence, alors ça dure une semaine seulement, heureusement, mais ça veut dire qu'on fait les mariages, très chouette, mais aussi qu'on est d'astreinte sécurité. Vous avez marié combien de temps? Combien de personnes, pardon? Combien de couples? Combien de couples? Une dizaine. Une dizaine de couples? Quand même, formidable. Mais au moins, vous avez vu des gens heureux. J'ai vu beaucoup de gens très heureux. Ça donne le moral quand même. Tout à fait, c'est génial. C'était pas mal. Bon, on est aussi avec Bruno Pomar qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors moi, je fais beaucoup moins de mariages dans mon village. Oui, c'est vrai, vous êtes le maire de Belleflou dans l'Aude. Vous êtes aussi fondateur du RAID. Quand les mariages se finissent mal, parfois on peut avoir besoin de vos collègues. Je ne sais pas espérer pour eux, mais quand même pas. Oui. N'exagérons rien, effectivement. Bon, il y a eu une actualité très importante dans votre département, dans l'Aude, pas très loin de chez vous, même si heureusement vous me le confirmez. Non, on n'a pas été du tout touché. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans quelques jours, ça fera exactement 2 semaines que le feu a pris. Une grosse pensée pour les élus, pour les pompiers, pour tous ceux qui se sont mobilisés, évidemment, pour malheureusement 17 000 hectares, ce qui est considérable. C'est considérable. Jamais vu à l'échelle de la France, on l'a déjà vu, mais en tout cas, c'est heureusement très, très rare. On y reviendra. Je peux vous annoncer d'ailleurs qu'on reprendra sur Sud Radio des nouvelles de tous ceux qui ont été touchés par cet incendie, notamment dans le Rematin Sud Radio de Jean-François Aquilly. Alors, vous le savez, il y a une tradition dans les vraies voix. On a aussi la vraie voix du soir. L'autre vraie voix du soir, elle est toulousaine ce soir, c'est Renaud. Bonsoir Renaud. Bonsoir Sud Radio, bonsoir les vraies voix et bonsoir aux auditeurs. Mais oui, bonsoir à tout le monde surtout. Comment ça va Renaud d'abord? Vous êtes en vacances ou pas vous? Alors je suis encore en vacances pour quelques heures et je suis à proximité de Châteauroux et je prends la route dans la soirée avec ma voiture sans permis pour rentrer à Toulouse. Ah, ça va prendre du temps une voiture sans permis pour revenir à Toulouse, non? De Châteauroux. Écoutez, ça va dépendre. Il faut compter à peu près 8-9 heures de route, tranquillement. On a le temps d'apprécier le paysage. En plus, il est beau. De nuit, mais bon, c'est pas pareil. C'est vrai. Il a une voiture sans permis parce qu'il n'a plus le permis ou parce qu'il n'a jamais passé le permis? Ça, c'est le policier qui vous parle, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ni l'un ni l'autre, tout simplement qu'il adore les voitures sans permis. C'est vrai? Ah d'accord. Mais vous roulez en quoi? Vous avez le droit de dire en quoi vous roulez? C'est quoi votre voiture? C'est une marque française, Exam. Ouais. Je l'ai acheté en début et j'ai déjà fait presque 18 000 km avec.
Quand Ah même. faut y aller. Elle Dis tient donc, la route. à 30 à l'heure, ça fait quand même longtemps, 18 minutes. Non, c'est limité, enfin, c'est bridé à 45-50 km/h à peu près. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça, c'est la première fois on rencontre de plus en plus de personnes qui utilisent des voitures sans permis, notamment dans les grandes métropoles, parce que c'est revenu à la mode. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus de permis aussi. Oui, aussi. C'est Alors ça, aberrant. ça a toujours été à la mode, malheureusement. En revanche, c'est rare d'entendre un témoignage de quelqu'un qui fait d'aussi longues distances. Donc Châteauroux-Toulouse, bon, c'est une route qu'on connaît bien sur Sud Radio. Je l'ai faite un paquet de fois. Je vous souhaite bon courage. En tout cas, mon cher Renaud. Le départemental qui longe la veine. Oh, bah, de toute façon, l'itinéraire, il est déjà programmé. Limoges, la Gaillarde. Ben voilà. De là, on redescend vers Cahors, Montauban et hop, Toulouse. C'est ça, tous les souvenirs qu'on a. Ben d'ailleurs, c'est les 3 villes où ça ralentit en général sur la limitation de vitesse quand vous prenez l'autoroute. Ça me rappelle des souvenirs. Renaud, vous aviez un coup de gueule à nous faire passer? Oui. Vous disiez vivement la rentrée malgré la fin de vos vacances. Pourquoi? Honnêtement, oui, mais pour une raison très simple. La dissolution et puis surtout le vote de censure. Alors, vous espérez une dissolution au terme d'un vote de censure, c'est ça? Ah ben déjà la censure, ça c'est... J'en ai plus que hâte. Oui. Pourquoi alors? Parce qu'on n'aurait pas dû laisser monsieur au milieu, comme j'aime l'appeler, moi, Bayrou, autant de temps là. C'est pas son poste. Bon, il a eu quand même un poste. Il espérait être président pendant très longtemps. Bon, il s'était ramassé la gueule, on le sait. Hein. Bon, le poste de Premier ministre, mais en fait, il n'est pas à sa place. Il n'est pas en tout cas à sa place pour vous à Matignon. François Bayrou, vous attendez quelque chose de la réunion, de la journée de blocage qui est prévue pour le 10 septembre. Vous y participerez ou pas vous? Si mon emploi du temps me le permet, oui, j'y participerai, ouais. Ben écoutez, en tout cas, c'est noté. Vous allez rester avec nous, mon cher Renaud. Vous allez rester avec nous. Avec vous, on va débattre du reste de l'actualité, y compris de ce qui se passe. C'est très important pour nous, Européens. Qu'est-ce que l'Europe pèse encore? Quand je dis l'Europe, c'est pas seulement les institutions européennes, ce sont les Européens. Est-ce qu'ils ont encore une voix? Est-ce qu'ils sont encore capables de se faire entendre à la Maison-Blanche? C'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Ça concerne notamment le sort de l'Ukraine et un peu plus largement de toute l'Europe de l'Est. Bienvenue à tous dans Les Vraies Voix. Il est 17h11. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Jusqu'à 19h au moins avec Raphaël, Rémi Leleu, Anissa Arfaoui et avec Bruno Pomar, nos 3 vraies voix du soir. Je l'ai dit, dans un quart d'heure, notre grand débat, est-ce que les Européens peuvent se faire entendre? Est-ce qu'ils pèsent encore sur la scène internationale? Est-ce qu'ils arriveront à faire passer 2 ou 3 messages du côté de Washington? On va y revenir. Mais avant ça, j'aimerais vous faire entendre un témoignage, parce que notre autre débat du jour, du soir dirais-je, sur Sud Radio, c'est sur les déserts médicaux. Est-ce que vous vivez dans un désert médical? Mais tout de suite, on entend le témoignage d'un maire qui manifestement vit dans un désert médical parce que faire venir les médecins, c'est pas facile. Les Vraies Voix Sud Radio. Robert Batigne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes un peu chez vous, hein, vous êtes le maire de Salles-sur-l'Hers. Salles-sur-l'Hers, on est dans l'Aude, donc? Oui, absolument, on est à Piège. Voilà, vous êtes presque... C'est dans la Piège, oui, c'est dans le triangle Villefranche-le-Roguet, Castelnaudary, Mazères. Ouais, un endroit qui nous est cher. Vous êtes presque un voisin de Bruno Pomar qui vous écoute avec attention et qui nous a raconté votre histoire. C'est pour ça qu'on a décidé de vous appeler, parce qu'on parle ce soir des déserts médicaux. Vous, votre ville, combien d'habitants? 800. 800 habitants. Vous avez fait construire une maison de santé, c'est ça? On a fait construire une maison de santé il y a de cela maintenant 13 ans. Donc elle a bien fonctionné, la MSP. Et donc maintenant, le problématique, c'est que les médecins sont partis en retraite, pour faire simple. Et donc la problématique, c'est d'arrêter d'en retrouver d'autres. Oui. Ce qui est vraiment pas simple. Pourquoi c'est pas simple de trouver un médecin? C'est-à-dire que vous avez des candidatures, vous les approchez, comment ça se passe? Donc là, il y a toute une faune d'organismes qui sont payés pour rechercher des médecins, qui prennent cher, environ 5-6 000 euros pour une année, mais qui ensuite donc nous envoient des candidatures qui, dans la pratique, ne peuvent exercer en France. Vous êtes en train de m'expliquer que vous, ville de 800 habitants, vous êtes obligé d'avoir recours à un cabinet de chasseurs de tête juste pour trouver un médecin et que ça ne marche même pas? Voilà, donc ça n'a pas marché. Donc c'est en fait, on a réussi à trouver, par le bouche à oreille, par le réseau, par des connaissances, puis un concours de circonstances qui font que ça l'a fait, quoi. Donc pour l'instant, on en a un médecin, mais c'est complètement insuffisant. Parce que notre village, c'est 800 habitants, mais tout le territoire, c'est 3000 personnes. Donc il est débordé.
Oui, j'imagine, un médecin pour 3 000, ça commence à faire beaucoup. Raphaël Rémy-Leleu, ça vous parle manifestement? Bah oui, puisque... Vous êtes élu vous-même, alors plutôt vers la capitale, mais vous êtes élu? Je suis élu de Paris, mais à la base, je viens du Nord, un petit village de moins de 800 habitants et habitantes, et je vois tout à fait la situation, mais d'ailleurs c'est la situation aujourd'hui majoritaire sur le territoire. Il y a quelques mois, le gouvernement avait fait une grande conférence de presse en disant qu'il allait faire un grand plan contre les déserts médicaux, parce que c'était l'une des priorités de son action, et les chiffres étaient juste effarants. C'est 87% du territoire qui est un désert médical, donc ça devient en ville n'importe d'ailleurs, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, d'ailleurs l'Île-de-France est en fait le plus grand désert médical de France. C'est tout à fait contre-intuitif, mais parce qu'en termes de densité de population versus la disponibilité des généralistes, de 12 millions d'habitants, quoi. C'est comme ça. Ou on des en spécialistes. Est là. Quand vous voyez, pour essayer de prendre un rendez-vous chez le dermato, c'est de là folie furieuse. C'est pour l'an prochain à peu près. Comment on explique un phénomène? Pourquoi les médecins ne veulent pas venir dans des villes comme les vôtres, dans toutes ces villes d'ailleurs, Bruno Pomar? Je vais être un peu radical, moi, parce que non, mais c'est vrai, quand je vois mon collègue Robert Battine se battre depuis des mois et des années sur ce sujet-là, au même titre que les grandes villes, vous avez raison. Moi, j'habite Vincennes et on a tout, comme par hasard. Bon. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une ville super riche et que tout le monde vient là-bas parce qu'il gagne du pognon? C'est sûrement ça, les médecins. Moi, je trouve que c'est un peu comme les joueurs de football, vous savez. Plus on les paye et plus... Ils sont moins payés, les médecins, quand même, que les joueurs de football. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, moi, ce que je vois par là, c'est que, encore une fois, l'État finance. Il y a tout un tas de dispositifs qui aident les jeunes médecins à s'installer, les études, etc. Même les régions qui financent, etc. À un moment donné, il faut que l'État un peu les... Voilà. Et oblige des jeunes médecins à s'installer dans nos contrées, voilà. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Il ne faut pas faire de cadeaux, après tout, parce que c'est notre pognon. Eh bien, c'est passé. Anissa Arfaoui, un mot. D'ailleurs, c'est le cas de pays étrangers comme les États-Unis ou le Canada, qui, contre financement des études et d'installation, obligent les médecins, futurs médecins, à s'installer dans les zones sous tension. Eh bien, vous savez quoi? Je n'ai qu'un mot pour vous tous. Restez branchés sur Sud Radio. On va en redébattre dans le coup de projecteur. Autre témoignage d'un autre maire qui, lui, pour le coup, a fini par la trouver, sa médecin, mais il n'a pas le droit de la faire travailler. On lui explique pourquoi. On va en parler à partir de 18h40. Si vous êtes médecin, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, c'est votre droit et vous êtes les bienvenus. Pareil, 0826 300 300, vous nous appelez, on vous donne la parole, on discute avec vous et on est là pour ça. Merci beaucoup et bon courage, surtout Robert Battine. Merci beaucoup. Et puis on reprendra de vos nouvelles, on espère que vous allez réussir à en trouver d'autres quand même. Vous êtes le maire de Salles-sur-l'Hers dans l'Aude, donc tout de suite on parle des autres actualités. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots dans l'actu avec Magid Deimat. Bonsoir à vous Magid. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont donc incendie, 9 mois, bon là ça fait 2, et ceinture. Oui, la situation est alarmante en Espagne et au Portugal où le feu continue de ravager les deux pays. Plus de 343 000 hectares brûlés en 2025, un nouveau record historique d'incendie. Et une pensée pour Boualem Sansal, cela fait 9 mois ce 16 août qu'il est emprisonné. On le rappelle, il a été condamné le 27 mars 2025 à 5 ans de prison ferme. Et puis accrochez-vous, on parlera de ceinture de sécurité avec Paul Vignel. Oui, c'est très dangereux, c'est une nouvelle information. Certaines voitures ont des ceintures de sécurité qui font défaut. Les vraies voix Sud Radio. L'Espagne et le Portugal sont frappés par des incendies d'une ampleur historique. 23 feux actifs de niveau 2 qui continuent de menacer la population et mobilisant des milliers de pompiers et de militaires dans l'ouest et le nord-ouest de l'Espagne. Selon la directrice de la protection civile espagnole Virginia Barcone Sanz, ces incendies sans précédent sont une conséquence du changement climatique. Il y a pour le moment 23 incendies graves. Nous sommes pour le moment en situation d'urgence. Virginia Barcone Sanz. Une situation très grave, de très grande gravité, ajoute-t-elle. C'était donc Virginia Barcone Sanz, directrice de la protection civile espagnole, au micro de nos confrères de l'AFP, Magid. Et oui, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, de son côté, parle d'une situation très difficile, très compliquée, en raison de la fumée visible depuis l'espace qui complique les interventions aériennes. Exactement, c'est une situation difficile qui vous surprend pas, j'imagine, Raphaël Rémy-Leleu ? Non, parce qu'en fait, on le voit depuis des années, ça se cumule et ça se cumule. Et en plus, on a les prévisions scientifiques qui nous disent l'accélération de ces risques, qui nous disent que les incendies, les super incendies vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus graves. Et donc, on a toujours les deux mêmes choses. Désolé en tant qu'écologiste de rabâcher, mais il va falloir
atténuer le réchauffement climatique et il va aussi falloir nous adapter, y compris en donnant tous les moyens nécessaires à la protection civile, aux sapeurs-pompiers. Et d'ailleurs, je précise que la France a envoyé 2 Canadair cette semaine en renfort. Pour une fois, on n'en avait pas trop besoin en France et du coup... les Canadair font les allers-retours, d'ailleurs, entre la péninsule ibérique et la France. Alors moi, je suis un peu plus modéré que Raphaël sur le sujet parce que il faut savoir que les 17 000 hectares qui ont brûlé dans l'Aude, chez moi, c'est quand même du criminel. Ça relève du criminel. À l'origine. Comme 90% des incendies de forêt, en fait. Oui, mais vous nous parlez de problèmes écologiques. J'entends qu'il y a des problèmes écologiques dans le monde entier, pas que dans notre pays. Mais en même temps, on ne peut pas mettre tout ça sur le compte de l'écologie, des problématiques écologiques. Quand on fout le feu à des broussailles, on l'a vu, il n'y a pas longtemps, il y avait d'ailleurs une vidéo d'un gars qui s'arrête, qui fout le feu. C'est pas l'écologie, c'est un voyou, le mec. Sur l'origine de l'incendie, voilà. Absolument. Ouais. Mais après, c'est 17 000 écarts parce qu'il y a une situation de sécheresse qui, pour le coup, est liée au mais regardez chez moi, je reprends toujours l'exemple chez moi, on a demandé aux agriculteurs, les vignerons, etc., d'enlever les vignes, etc. On laisse en friche. Ça fait pousser l'herbe, évidemment, et c'est favorable, évidemment, à des incendies potentiels. Donc, comme on a beaucoup de friches, il y a beaucoup plus de risques d'incendie. Disons qu'on n'a pas aidé. Après, c'est vrai aussi que des pyromanes, vous en avez toujours eu, sauf qu'avant, ils faisaient brûler 5000 hectares, maintenant c'est 17 000. Et oui, compte tenu du contexte. C'est à supposer que ce soit ça. C'est vrai que les friches nous posent de sacrés problèmes, quand même. Allez, on passe au deuxième mot dans l'actualité, parce qu'on y reviendra sur la situation dans l'autre, je l'ai dit. Ce deuxième mot, c'est 9 mois. C'est une pensée, et on y tenait sur Sud Radio, à notre compatriote Boualem Sansal, Magid. Oui, cela fait 9 mois ce 16 août que Boualem Sansal est emprisonné. On le rappelle, cet écrivain franco-algérien de 80 ans est incarcéré en Algérie depuis novembre 2024. Pour rappel, le 1er juillet 2025 dernier, la Cour d'appel d'Alger a confirmé sa condamnation à 5 ans de prison pour avoir évoqué dans une interview les frontières coloniales de l'Algérie. Une déclaration jugée comme une atteinte à l'unité nationale. On l'écoute au micro de Sud Radio. Boualem Sansal, vous vivez entre la France et l'Algérie et au printemps dernier, vous avez décidé de prendre la nationalité française. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Racontez-nous. Mais c'est que tout simplement, je suis né français, j'ai toujours vécu dans ce cadre-là, donc... et voilà, donc il fallait régulariser la situation. Pourquoi? C'est parce que tant que je croyais que l'Algérie continuait sur cette ligne, donc on garde le français, la francophonie, et on développe des relations sympathiques avec l'espace francophone d'une manière générale, la France en particulier. Donc que je croyais à cela, peu importe que je vive ici ou là-bas, c'est pareil. Mais et Boualem Sansal qui était l'invité de la culture dans tous ces états avec Céline Alonso et André Berkoff qui sont encore en vacances mais qui reviendront très bientôt. On le rappelle, mais cette sentence a provoqué un large mouvement de solidarité en France où des personnalités politiques ainsi que le Parlement européen ont exprimé leur soutien et demandé sa libération. Malgré son état de santé fragile, Boualem Sansal n'a pas renoncé à son droit d'expression. Sa situation reste une illustration inquiétante des tensions entre liberté d'expression et souveraineté nationale. Au moins en Algérie, effectivement. Mais on ne sait pas ce qu'on peut faire de plus pour le faire revenir plus rapidement, Boualem Sansal. Ça se saurait si on pouvait faire quelque chose. Là. Visiblement, il y a des appels de tous les partis politiques, ou une grande partie des partis politiques. C'est encore une fois la liberté d'expression qui est bafouée. Quand on voit ce qui se passe là, c'est scandaleux, quoi. Je veux dire, encore une fois, l'Algérie là-dessus devrait quand même mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, et puis essayer de trouver une réponse. Mais visiblement, c'est un blocus total. Blocus total d'ailleurs sur tout un tas de sujets avec l'Algérie. Oui, d'ailleurs, on peut penser à notre autre compatriote et confrère Christophe Glaise qui a été arrêté et condamné à une lourde peine pour la seule raison qu'il avait interviewé un membre d'un mouvement indépendantiste kabyle lors d'un reportage sur le football. Voilà. La démocratie et la liberté d'expression. Troisième mot dans l'actu, c'est ceinture. C'est une affaire très sérieuse qui concerne votre sécurité. Et oui, une vaste campagne de rappel à l'échelle européenne a été déclenchée vendredi dernier par Rappel Conso. Elle concerne les Peugeot 308 produites entre le 12 octobre 2015 et le 1er février 2019. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Magid Deymat, bonsoir à tous. Concrètement, que doivent faire les automobilistes concernés par ce rappel? Eh bien, ce défaut technique touche les sièges arrière de centaines de milliers de véhicules. Les ancrages pourraient céder sous l'effet d'une collision qui empêche le bon fonctionnement du rétracteur. Alors, les propriétaires concernés doivent contacter leur concessionnaire. Celui-ci procédera gratuitement au remplacement des pièces défectueuses. Le code VIN, qui est inscrit sur la carte grise, permet de vérifier si le véhicule est concerné. Ce rappel intervient quelques semaines seulement après une vaste opération concernant plusieurs centaines de milliers de véhicules Stellantis. Ils étaient équipés du moteur diesel 1.5
Euro 5 Blue HDI pour risque de fiabilité et de casse. D'autres marques comme Citroën, DS, Fiat, Opel et Alfa Romeo ont aussi été rappelées pour défaut pouvant provoquer incendie ou dysfonctionnement du frein d'urgence automatique. Oui, bon, c'est rassurant tout ça. Il y a une psychose cet été sur les voitures. On a eu le frein qui est complètement fou et qui freine tout seul d'un coup. Ça, c'est le freinage fantôme. On a eu les airbags qui peuvent vous tuer. Et maintenant, vous avez la ceinture qui est pas fiable, mais c'est pas rassurant. Rouler à vélo. Ça, c'était l'écologiste. Raphaël Rémy Leleu. Il fallait la faire. On parle de qualité de fabrication, encore une fois. On fait tout vite, en quantité industrielle, et puis la qualité de fabrication, ça, on sent. Même sur les vélos, d'ailleurs. Tous les constructeurs fabriquent vite et ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Mais bravo pour le placement de produits, Raphaël Rémy Leleu. C'était bien joué. Ce qui me fait halluciner, c'est que vous avez dit qu'il y a un rappel des véhicules depuis 2015 et 2019. On est en 2025. Donc combien d'accidents et combien de problèmes ont été enregistrés avant qu'on se dise qu'il faille retirer les véhicules? C'est une saine observation. Merci beaucoup, Anissa Arfaoui. Allez, restez avec nous. On file à Washington dans quelques instants en compagnie de notre invité Jean-Éric Brana. Est-ce que les Européens pèsent encore? Est-ce qu'ils peuvent se faire entendre de Donald Trump? 0826 300 300. Prenez la parole sur Sud Radio, on vous la donne. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. 17h-19h, là il est précisément 17h29. Je ne sais pas exactement quelle heure il est à Washington, mais c'est l'horloge qu'on va regarder toute la soirée. Parce que c'est là qu'il se passe des choses. Ces dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky rencontrer Donald Trump. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une petite souris me glisse qu'il est 11h30 actuellement en direct du côté de Washington. Question, c'est notre grand débat. Les Européens peuvent-ils encore se faire entendre? Est-ce qu'ils sont capables de peser et voire d'inverser le sort de la guerre en Ukraine, ou du moins le sort qui sera réservé à l'Ukraine? C'est ce dont on va débattre avec nos trois vraies voix. Je vous le rappelle, Raphaël Rémy Leleu, Anissa Arfaoui, Bruno Pomar et notre invité qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, Jean-Éric Brana. Comment ça va? Très bien. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Pas de vacances pour les spécialistes des États-Unis comme vous êtes. Non, mais aucun universitaire, c'est très connu. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Assas, spécialiste de la politique américaine, auteur de nombreux livres dont on rappellera les références dans quelques instants. Avant ça, question. Nous avons donc le président ukrainien, le président français, le chancelier allemand, la présidente du Conseil italienne, le premier ministre britannique. Nous avons un Finlandais et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tous ensemble chez Donald Alexander Trump. Stubb, pour le Finlandais, puisqu'il n'a pas été président. Il fallait bien ça. Exactement, tous ensemble chez Donald Trump. Est-ce que ça peut l'impressionner ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Donald Trump ne se fait pas impressionner par quelques leaders européens. Et c'est bien ce qui m'inquiète, moi, dans cette histoire. C'est que il a une formidable tribune pour expliquer à son électorat qu'il a résisté à tous les Européens en même temps. Rendez-vous compte un petit peu, lui qui s'est fait élire contre l'establishment, vous vous en souvenez, qui s'est fait élire sur l'idée que on pouvait réussir même quand on était donné perdant, qui a fait une remontada incroyable dans la dernière élection, alors qu'il était donné mort-vivant. C'était après sa déclaration de culpabilité le 30 mai 2024, et qui là, aujourd'hui, contre tout vent et marée, va recevoir effectivement 8 personnalités de premier plan. Eh bien, ça n'augure pas en tout cas que Donald Trump va baisser les chines. Bien au contraire, je crois que c'est plus flatteur pour lui qu'autre chose. C'est même pas que c'est flatteur, c'est que c'est sacrément vendeur. Or, c'est un commercial hors pair. C'est le battleur que vous avez à la Foire de Paris qui vous vend absolument ce que vous voulez pas acheter. Et ce que vous voulez pas acheter, c'est que la paix, la seule, la vraie, c'est celle de Poutine. Il est capable d'essayer de la vendre. Donc concrètement, la dernière fois que Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump à Washington, ça s'est très mal passé. Il a été humilié en direct, en mondovision quasiment. Est-ce qu'il va se passer la même chose, mais en plus en compagnie de ses 7 acolytes? Ah non, je crois pas non plus. Et c'est pas non plus possible. C'est pas possible parce que les Américains aujourd'hui ont changé d'idée vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a 6 mois, ils étaient défavorables à l'idée de continuer à aider l'Ukraine en disant que ça coûtait trop cher, et ils avaient été convaincus par une campagne hors pair là-dessus. Tous ces millions qui ont été dépensés. Donald Trump parlait de 350 millions. On ne sait jamais d'où il les a sortis, puisque le Congrès n'en a voté que 175 millions, mais et qu'il a eu que milliards, oui. et que en réalité il y en a eu 83 de dépensés, et que 70% reviennent à l'industrie américaine ou à l'économie américaine d'une façon ou d'une autre. Mais quoi qu'il en soit,
Ce que les Américains entendaient, c'est que ces milliards n'avaient rien à faire en dehors des États-Unis et qu'il y avait tellement de pauvreté, de difficultés dans le pays que ces milliards, on en avait besoin de chaque dollar, j'ai envie de dire. Donc, le courant était contre l'aide à l'Ukraine. Aujourd'hui, ça a changé. Ben oui, ça a changé. Ça a changé parce qu'il y a d'abord un courant de base qui est atlantiste aux États-Unis, qui est aussi pour l'idée que la souveraineté des frontières, c'est pas rien, et c'est là-dessus que les États-Unis se sont bâtis aussi, et excusez-moi du peu, mais on va fêter les 250 ans de la déclaration d'indépendance, donc on est là rentré dans une période de célébration extraordinaire aux États-Unis, et tout le monde la prépare, alors tout le monde est un peu sensibilisé à ça. Et puis surtout, quand Donald Trump, il y a de cela 3 semaines, a changé d'idée, ou du moins a eu l'air de changer d'idée en haussant le ton contre Poutine, eh bien, les républicains, comme un seul homme, ont également changé d'idée à tel point qu'ils ont voté au Congrès, on le sait assez peu en France, mais le 30 juillet de cette année, il y a de la sous-commission qui s'occupe de dépenses à l'Ukraine, USAID, qui a voté 55 milliards supplémentaires. C'est pour dire, ce sont les républicains qui ont abondé dans l'idée qu'il fallait aider l'Ukraine. Et la population a suivi. Alors aujourd'hui, on leur dit de faire le contraire. Ce yo-yo, il est un peu compliqué quand même. Oui, et pourtant, Donald Trump donne l'impression de vouloir se rapprocher plus des positions russes que des positions de Volodymyr Zelensky. Raphaël Rémy Leleu. En fait, je pense que c'est vraiment le point le plus tragique et qui, moi, me met profondément en colère vu là où nous en sommes. Il y a en effet tout le positionnement des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine qui vient d'être explicité, mais il y a le positionnement des États-Unis vis-à-vis de la Russie qui est quand même l'une de ses antagonistes historiques. Mais ensuite, on a le jeu de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Il faut se souvenir que lorsque Donald Trump n'était plus président aux États-Unis, il continuait à être en lien avec Vladimir Poutine, que Donald Trump, comme son vice-président J.D. Vance, assume totalement de vouloir une nouvelle géopolitique pour les aider à mener une sorte de guerre politique, civilisationnelle, c'est ce qu'il a expliqué à Munich il y a quelques mois. Et que dans cette idée finalement très, très réactionnaire de ce que doit être la place des États-Unis dans le monde, finalement ça s'aligne plutôt bien avec Vladimir Poutine. Et quand Trump, ce matin même, a annoncé quelles étaient pour lui les lignes rouges de la négociation, il n'a pas parlé des lignes rouges face à la Russie, il a posé des lignes rouges à l'Ukraine. Ouais. Et ça, je trouve ça terriblement dangereux parce que finalement c'est une histoire dans laquelle il n'y a plus de méchants. La Russie n'a plus mené une guerre d'agression contre l'Ukraine. Oui, il est loin le temps de l'axe du mal qui était dénoncé depuis Washington, Jean-Éric Bernard. Oui, mais ça va dans le sens de ce que j'expliquais, c'est qu'on a un retournement des valeurs parce que justement on combat ce qui est l'establishment et compagnie. Les bellicistes en particulier, c'est qui les bellicistes dans la tête de Trump et de Vance qui représentent toute l'aile MAGA puisque Vance n'a aucune importance dans la diplomatie américaine si ce n'est qu'il représente cette aile très dure qui soutient Donald Trump, qui représente à peu près 15%. Les bellicistes, disais-je, ce sont les démocrates. C'est eux les méchants. C'est Joe Biden dont ils parlent sans cesse. C'est la guerre de Joe Biden, c'est la guerre de Zelensky. Et sans eux, s'il n'y avait pas eu Zelensky et Biden, il n'y aurait jamais eu de guerre. C'est évident, parce que Poutine aurait pris l'Ukraine totalement et ce serait passé crème. Donc je plaisantais, évidemment. Mais ce fait même que la vision belliciste, ce soit les démocrates, parle dans le sens que Trump ne va pas tout d'un coup tendre la main aux démocrates en disant mais finalement les gars vous aviez raison, c'était vous les gentils et c'est moi qui me suis trompé. Sauf que quand on regarde la situation sur le front et notamment les difficultés ukrainiennes, même si la percée russe a été manifestement contenue dans le Donbass, les bombardements. Oui voilà, les bombardements continuent et l'Ukraine ne peut pas tenir pendant des années et des années et des années. C'est pas forcément l'aider que de lui permettre de continuer les combats sans lui envoyer des renforts humains. Anissa Arfaoui. En fait oui, moi c'est ce que je pense, c'est il faut bien qu'à un moment la guerre s'arrête. Alors j'entends ce que vous dites sur la communication de Trump et puis finalement la facilité avec laquelle on peut retourner les Américains en termes d'opinion. Et très honnêtement, je trouve effectivement que c'est tellement facile ces campagnes de communication propagandistes qui fonctionnent très bien avec le public américain. Je pense qu'il pourrait encore retourner sa communication, que ça passerait d'ici. Sans problème. Voilà, sans problème. Après. Il y a évidemment le volet financier qui moi me parle, c'est-à-dire qu'économiquement c'est des centaines de milliards.
Et pendant combien de temps encore est-ce que les États-Unis vont tenir la route, et puis l'Europe également par ailleurs? Je me pose la question, au-delà de toute opinion personnelle, c'est-à-dire que d'un point de vue purement économique, combien de temps cette guerre va-t-elle durer? Combien va-t-elle coûter? Et quel sera le prix pour les populations, en fait, américaines et européennes? Je sais que c'est pas de bon goût de dire ça, parce que je pose un cadre économique alors qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu, mais sur ce fait aussi, on va dire qu'à titre personnel, combien de victimes encore? Aujourd'hui, vous avez parlé des bombardements. Il y a eu des victimes, il y a des morts tous les jours, et je suis plutôt en faveur de trouver un moyen de mettre un terme à cette guerre. Et celui qui apportera une réponse, c'est Poutine, hein. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème? Vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme, M. Brana, et je sais que vous connaissez le sujet américain de Trump, comme la solution éventuelle à tout ce... Non, la véritable réponse, elle viendra de Poutine. D'ailleurs, on l'a vu dans ce sommet de rien, d'Alaska, sommet de rien, j'appelle ça, hein. C'est-à-dire où il y a Trump qui attend avec Air Force One derrière, une mise en scène, mais c'est américain. Un bombardier B2 Spirit, ça mérite du Spielberg, hein, exact. Et puis au moment où il passe le bombardier stratégique, qui passe, ça pourrait faire presque rire. Et Poutine a regardé ça en disant, ouais alors. Vous voyez un petit peu le ressenti que j'ai eu. C'est juste à l'image. Et je pense que Poutine, qui est un mec froid, faut rappeler qu'un ancien colonel du KGB, FSB, ce mec-là est froid, il veut un État russe à tout prix, et je pense qu'il gardera sa ligne. Et si Poutine n'infléchit pas sa position politique pure, je pense que Trump sera mal en point. Et même les Européens, d'ailleurs. Les Européens qui sont largement, eux, endoucis. N'en parlons pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon point de vue. Alors, réponse à 2 questions pour vous, Jean-Éric Bernat. D'abord, ce que disait Anissa Rafaoui sur les difficultés, le coût, la lassitude aussi du public américain ou européen à soutenir une guerre, manifestement. Alors d'abord, Anissa, moi je vous rassure, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous pensiez et le dire. Non, mais c'est vrai que c'est toujours délicat de le dire. Vous avez un pays qui se bat pour son indépendance. Écoutez, moi je suis universitaire. Hein. L'universitaire, il pose des hypothèses, il va au bout, et même si elles sont stupides par moment... populaire. Et il s'en fiche de vexer aussi quand il le fait. Évidemment, mais il faut les pousser jusqu'au bout. Et effectivement, vous avez raison. Oh là là, des centaines de milliards, avez-vous dit non ? 155 milliards votés par le Congrès américain, 83 qui ont été vraiment dépensés, 70% qui reviennent à l'économie américaine. Vous voyez, on met les chiffres tels qu'ils sont. Donc déjà, ça fait pas des centaines de milliards. Ensuite, cette guerre ne s'arrêtera jamais. Bah, j'en sais rien. Et vous non plus. Personne ne sait ça va s'arrêter. Je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout de ma réponse et je cherche pas à vous mettre en difficulté. Je répondais factuellement sur ce que vous disiez. Et là-dessus, comment est-ce qu'une guerre peut s'arrêter? Eh bien, sa guerre, elle s'arrête quand un des deux n'en peut plus. Soit un des deux belligérants dit moi j'ai perdu, je capitule, soit il y en a un des deux qui dit je peux pas arriver à faire ce que je voulais faire, donc je m'arrête parce que ça me coûte trop cher. En l'espèce, il me semble que Poutine, qui avait annoncé qu'il allait conquérir l'Ukraine en une semaine, devrait quand même se poser des questions en pensant que depuis 3 ans, il n'arrive pas à avoir les oblasts qu'il réclame aujourd'hui, en tout cas à 100%. Oui, il n'a pas arrêté pour autant. Non, il n'a pas arrêté. Mais Raphaël Rémy Leleu. Il y a un moment, en tout cas, où ça va lui coûter extrêmement cher. Alors, vous disiez, ça coûte cher. La technique de Biden, et je sais que parmi les auditeurs, dès qu'on dit le mot Biden, on est déjà fusillé sur place. Mais en tout cas, la technique de Biden était, à mon sens, assez cohérente. C'était, on va assécher Poutine, il disait ça va prendre 10 ans, sachant que lui-même n'était pas là pendant 10 ans et il le savait aussi. Il s'était mis avec les alliés européens, j'en termine là, et l'idée c'était de freiner les aspirations de Moscou sans entraîner le monde dans la 3e guerre mondiale. Pardon, mais ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver, pour l'instant on n'en est pas là encore. Raphaël Rémy Leleu et dans un instant Renaud qui est toujours avec nous. Mais les amis, à ce rythme-là, si on attend Poutine, de toute façon la guerre est déjà finie, puisque la guerre d'Ukraine c'était la Crimée en 2014. C'est bien ça le problème, c'est pour ça que l'Europe et l'Union européenne singulièrement ne doivent pas reculer et doit faire face et doit faire bloc, c'est que tant que Vladimir Poutine est au pouvoir, il ne s'arrêtera pas tant que l'Ukraine ne sera pas tombée. Mais il aurait fallu faire quoi, pardon, avec la problématique de après l'Ukraine, qui d'autre? Et nos collègues en Pologne ou en Finlande se posent cette question. Eh ben, on peut continuer les sanctions, on peut mettre en place des mécanismes de collaboration, de défense au niveau de l'Union européenne. Et même en dehors de l'Union européenne, là, on est en train de collaborer avec la Grande-Bretagne, malgré le Brexit. Raphaël, il s'en fout, Poutine, des sanctions. Regardez,
il produit toujours plus de matériel militaire, etc. La qualité de la chose... Ça fait rien. En tout cas, ça fonctionne malheureusement. Nous, hein. Renaud, depuis Toulouse, au 0800... Non, pas depuis Toulouse d'ailleurs, depuis Châteauroux, bientôt à Toulouse, dans une journée de route. Renaud, vous en pensez quoi? Est-ce que l'Europe pèse? Vous dites non. Ah non, mais clairement pas. Mais honnêtement, moi je vais vous le dire comme je le pense. Trump, mais en fait, ils peuvent venir à 10, 15 ans, mais ils s'en foutent. Aujourd'hui, l'Union européenne, bon nombre de pays européens sont vus à l'étranger, et j'en parle parce que je suis souvent en contact avec des Français de l'étranger, et ils me disent, mais en fait, maintenant, ce ne sont que des guignols. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne changeront rien, en fait. Donc pour vous, on pèse plus du tout. Par contre, honnêtement, je suis rarement d'accord sur certains points avec Bruno Pomar. Et pour le coup, ce soir, je peux pas dire mieux que lui. Mais écoutez, voilà, et ça lui fera plaisir. Il sourit d'ailleurs, il en sourit d'aise. Julien est avec nous également depuis Juvisy, où il écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. Julien, vous êtes pessimiste, quoi qu'il arrive, et sans jugement de valeur, sur le sort des armes, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire s'il y a rien qui change. Bonsoir. C'est ça, exactement. Ouais, bonjour à tous. Donc en fait, le gros souci qu'on a... Attendez, j'ai un écran. Alors on est navré de vous avoir dérangé, mon cher Julien. On vous récupère dès que vous êtes à nouveau libre. Vous nous retrouverez. Pessimisme donc, mais c'est vrai, pessimisme ambiant. Mais d'un autre côté, quel que soit l'héroïsme ukrainien, quels que soient les succès ukrainiens auxquels on a assisté depuis le début de cette guerre, malgré tout, le sort des armes, s'il n'est pas catastrophique pour l'Ukraine, il lui semble défavorable à ce stade. C'est une réalité, ça, aujourd'hui, Jean-Éric Bana? Je ne sais pas, ça c'est militaire. Moi, c'est pas ma partie particulièrement, mais je crois qu'il y a un point là qu'on voit aujourd'hui à propos de faut-il être pessimiste ou pas pour les Européens, c'est qu'ils montrent leur solidarité. Et ça, c'est extraordinaire quand même que justement au bout de 3 ans de guerre, il n'y ait pas de faille dans la machine. Je dois dire qu'on peut être plus. Qu'il y en ait plus, oui. Mais ceci dit, même Orban et les Tchèques, on les a quand même mis de côté assez rapidement. Je dois dire que on peut quand même être fier de ça, de se dire que de ce côté-là, l'union fait la force, mais encore faut-il arriver à faire l'union et bravo. Et à faire la force surtout ce soir. Julien, on vous a retrouvé, ça va? Tout va bien? Oui, parfait. J'avais un problème avec mon téléphone. Ça arrive. Donc vous êtes pessimiste sur le sort des armes parce que la guerre d'usure, si je résume rapidement, mais vous allez le dire, la guerre d'usure n'est pas favorable à l'Ukraine si on ne change rien. C'est ça, parce qu'on est l'OTAN, donc 15 pays qui sont unis pour produire des armes à l'OTAN. On n'arrive pas à suivre la consommation de l'Ukraine. Elle est tout le temps, l'Ukraine est en permanence en flux tendu en termes de munitions, alors que la Russie, elle surproduit des munitions, c'est-à-dire qu'elle arrive à non seulement tirer 2 fois plus quasiment, je crois, 30% de munitions en plus que l'Ukraine, et pourtant de reconstituer des stocks. Donc c'est-à-dire que on est en train de réaliser qu'aujourd'hui, si un jour l'Ukraine tombe et que la Russie décide de se retourner contre nous, on sera en slip en face de la Russie qui sera suréquipée par rapport à nous. Et je pense que c'est ça que les gens se sont dit, à un moment donné, on va jouer subtil et puis on va essayer de sortir par le calme, on va essayer de détendre l'atmosphère et essayer de parvenir une situation. Sachant qu'en plus la Russie, c'est vrai, a d'autres alliés comme le charmant régime nord-coréen qui lui fournit des stocks très importants de munitions. En échange, on ne sait toujours pas de quoi, mais on peut se demander si les Russes ne sont pas en train d'équiper l'arsenal nucléaire nord-coréen de missiles beaucoup plus efficaces que ce qu'ils avaient. Ça aussi, c'est pas rassurant. Jean-Éric Bernat. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une inquiétude qui monte actuellement et on voit que Kim Jong-un a repris du poil de la bête. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Allez, on va terminer sur une chose. Que doivent dire les Européens, à supposer qu'ils se mettent d'accord sur un même message ce soir? Que doivent dire à Donald Trump les dirigeants européens lorsqu'ils le verront? D'abord, Anissa Arfaoui. Je suis embêtée parce que je pense que notre parole n'a aucune valeur auprès de Donald Trump et là-dessus. Quoi qu'il dise, donc ça ne quoi qu'il dise. Non, il nous écoute tout le temps. Hein, Oh, il écoute, ça, c'est sûr. Ah oui, il en rit probablement après. En fait, soit on s'aligne sur une volonté de paix, de discussion de paix, ce que Trump veut, malheureusement, donc je suis désolée parce que je risque de ne pas plaire dans ce que je dis auprès de mes camarades, mais soit on s'aligne, soit on est hors jeu. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord, effectivement. C'est Trump le maître de guerre avec Poutine, tous les deux, qui décideront de ce qu'il faut faire ou pas. Et encore une fois, et même Zelensky, il est là au milieu. Est-ce que le Donbass, il va devoir l'abandonner au profit des Russes en totalité? Ça serait peut-être une réponse, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la réponse ne viendra
que des Américains, et je ne crois pas un seul instant à la capacité, c'est terrible à dire moi en tant qu'élu, en tant que Français élu, de dire que l'Europe, avec une écharpe tricolore, on est des nains. On est des nains. C'est compliqué d'entendre ça, j'imagine, pour vous aussi, Raphaël Rémy Leleu. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, c'est difficile, à la fois du point de vue politique et symbolique, mais surtout pour ce que ça signifie pour l'Ukraine et pour l'avenir européen. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que de manière réaliste, nous ne sommes pas en position de force, et que tout cela est un rapport de force. Oui. Mais si on commence à lâcher quelque chose, que ça soit à Poutine ou à Trump, de toute façon, on sera sur une pente inarrêtable. Donc pour moi, il faut rester très ferme sur notre soutien à l'Ukraine et en parallèle, renforcer à la fois la gouvernance européenne et sa capacité de défense. C'est drôle, mais en fait, le plus optimiste pour l'Europe ce soir, c'était le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Absolument. Et puis moi, je crois qu'on va sortir de la morale, parce qu'en réalité, ce soir, il ne sera pas question de morale. Bien au contraire, je crois que les Européens vont venir en expliquant à Donald Trump qu'il a complètement raison, parce que c'est un homme de paix et qu'il a beaucoup œuvré pour la paix. Mais je crois que c'est le discours qui va être tenu, et que les Européens vont lui faire la courte échelle pour aller encore plus vers la postérité et laisser son nom dans les livres d'histoire. Vous savez, Trump, pour l'instant, je suis très court, mais dans le livre d'histoire, qu'est-ce qu'il a ? Il a un homme qui a été condamné et qui est devenu président, un homme qui a été 2 fois impeach aux États-Unis, ce qui est un record, un homme qui a fomenté le Capitole, donc un coup d'État. Il voudrait gommer tout cela, parce que c'est une mauvaise réputation, et il voudrait qu'on garde de lui l'image de quelqu'un qui a ramené la paix dans le monde, notamment en Ukraine. Je crois que les Européens vont lui dire, mais vous savez, vous avez les moyens de ramener la paix, mais pas en écoutant Poutine, en écoutant l'ensemble des nations avec lesquelles vous avez toujours travaillé pour cette paix. Souvenez-vous, je reviens à 1776, nous avons fait la liberté ensemble, il faut continuer sur cette voie. Je suis pas sûr que sera ce que le Premier ministre britannique lui dira ce soir, parce qu'en 1776, c'est un autre camp. Attends, une armée européenne, une véritable armée européenne. Mais c'était le but de l'Europe. Depuis des lustres. Mais oui. On n'a jamais été foutu de le faire. Et ça a failli se faire. Donc ça veut dire quoi ? Le prix Nobel de la paix pour Trump ? C'est anecdotique, le prix Nobel de la paix. Ça n'a aucune importance. Pour vous, oui, mais pas pour lui. Mais non, mais même pour lui. Ce qu'il veut, c'est la réputation. C'est qu'il reste dans les livres d'histoire comme un homme de paix. On peut lui proposer, justement. Il a 79 ans, n'oubliez pas. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est la signature. Quoi qu'il en soit, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et quoi qu'il fasse ce soir ou pendant le reste de son mandat, Donald Trump, pour le meilleur et pour le pire, restera dans l'histoire. Merci Jean-Éric Brana. Rappelez-moi la référence de votre dernier livre, parce que vous en écrivez tous les ans, quasiment. Il faut en ramener. Et oui, pour les distribuer. Mon dernier livre est un livre sur les textes fondateurs de la République américaine et vu par les philosophes, notamment européens. Et c'est publié chez Ellipse. Voilà, mais comme ça, en cette période de 250 ans de l'indépendance américaine, c'est important de se replonger dans ces textes. Merci à vous Jean-Éric Brana. Merci à nos vraies voix qui vont rester avec nous. Renaud, ne partez pas tout de suite en direction de Toulouse. Dans un instant, on va tester votre connaissance de l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est l'événement de la rentrée sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h, alors qu'il est 17h53, toujours avec Raphaël Rémy Leleu, toujours avec Anissa Arfaoui et Bruno Pomar, dans la bonne humeur, toujours aussi avec Renaud, depuis Châteauroux, au 0826 300 300. Ça va Renaud ? Ah mais moi ça va toujours bien. C'est pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs. On est content de vous avoir. Vous êtes notre vraie voix du jour. Vous êtes prêt à partir à rentrer de vacances, mais avant ça, on va tester vos connaissances de l'actualité. C'est le petit quiz du soir. Je le rappelle. Je vais vous lire, je donne les règles, plusieurs citations de personnages publics français ou étrangers. À vous, Renaud, de deviner qui l'a dit. Ce sera jamais très compliqué. Vous répondez en premier, soit vous l'avez. Et dans ce cas-là, vous avez le point. Soit vous vous trompez ou vous ne l'avez pas. Et dans ce cas-là, les vraies voix essaient de répondre à votre place. La première ou le premier qui trouve a le point. On est d'accord, Renaud ? Mais c'est toujours un gros plaisir. Eh ben, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le quiz de l'actu avec cette première phrase. Qui a pu dire, je cite, j'ai l'intime conviction que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. Qui l'a dit, Renaud ? Je suis méchant et taquin, j'aurais tendance à dire un LFI, mais est-ce qu'on peut souffler à Renaud ? Précisément, j'aurais tendance à dire tous. Non. Donc, tout le monde peut répondre maintenant. Emmanuel Macron. C'est lui. Un point pour Raphaël Rémy Leleu.
qui n'est pas insoumise. Elle est écologiste. Mais alors que voilà. Exactement. Vous avez confondu un LFI et Emmanuel Macron, Renaud, quand même. Je ne sais pas à qui ça fera le plus mal. On est d'accord. C'est un grand écart, ça. Ils se ressemblent beaucoup. On a compris que vous n'aimiez ni l'un ni l'autre, ni les autres. Allez, deuxième citation. C'est pas grave. C'est à vous de répondre, Renaud. Qui a dit, je cite, nous déposerons immédiatement une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Notre pays n'a pas de temps à perdre. Qui vient de dire ça? Allez, Renaud, vous l'avez celle-là. Oui. Oh, je pense que c'est Marine Le Pen. Non. Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'était le moment de dire LFI. Mais il n'est pas élu. Raphaël Rémy Leleu est imbattable, mais elle a une revue de presse tous les matins et tous les dimanches aussi en ce moment. Comme élu, vous êtes obligé de suivre l'actualité? Obligé, vous le direz à mes collègues. Mais en tout cas, j'essaye. Quand on est élu, c'est préférable. Hein. Mais je vous le confirme. En réalité, c'est du travail. Et pour l'instant, elle vous bat à plat de couture d'ailleurs. Allez, on continue. Qui a pu dire ça? Renaud. À la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison-Blanche. Qui est la première personne à avoir annoncé sa présence? Oh, il est tellement Macron. Non. Ursula von der Leyen. Oui, c'est un point pour Bruno Pomar, la présidente de la Commission européenne, qui sera avec les autres à 19h30. Ils sont pareils tous les deux, hein. Mais oui, en même temps j'ai l'impression que pour vous ils sont tous pareils. Allez, je continue. Non. Je continue, Renaud. Qui a dit ça? Je cite, c'est un grand jour à la Maison-Blanche. Nous n'avons jamais eu autant de leaders européens en même temps. Qui s'est léché les babines, Renaud? Notre cher monsieur Choupette, Donald. Oui, Donald Trump, ça fait un point pour vous. Ça fait un point pour vous, mon cher Renaud. On a encore le temps d'en poser une ou deux. Oui, c'est bon, allez. Qui a dit ça? Je cite, la guerre doit être stoppée. Et c'est Moscou qui doit entendre le mot stop, pas les autres. Alors là, je ne sais pas du tout. Zelensky. Steimer, Premier ministre. Égalisation de Bruno Pomar. Ça fait 2 points pour Bruno Pomar, 2 points pour Raphaël Rémy Leleu, 1 point pour Renaud. Je continue, tiens. Ça peut vous surprendre. Qui a dit, je cite, nous sommes ici parce qu'il est parfaitement clair qu'il n'y a pas d'avenir dans le pétrole. Les énergies fossiles mènent à la mort et à la destruction. Qui l'a dit récemment, j'entends. Ah, un homme ou une femme? Une femme. Mais c'est Renaud qui répond d'abord. Alors là, je donne ma langue au chat. Greta Thunberg, quand ils sont en train de faire le blocage d'une raffinerie. Je suis désolé. C'est Greta Thunberg sur le blocage d'une raffinerie, exactement. Mais en même temps, j'avais une écologiste autour de la table. Et voilà. C'était facile. On a en fait, quand vous avez dit que ça allait nous surprendre, c'était un piège. Exactement. Allez, je termine par de la politique. Je vous aide un tout petit peu. Renaud, qui a dit, je cite, Trump a offert la respectabilité qu'il attendait au criminel de guerre Poutine. L'ultimatum a disparu. Qui a dit ça? Malheureusement, je vois encore un électrique. Ah, c'était pas la France insoumise. Socialiste. Olivier Faure. Valo. Olivier Faure. Le point pour Raphaël Rémy Leleu qui était imbattable ce soir. Désolé Renaud, elle était injouable. Elle était injouable ce soir. Vous savez, moi je suis très Coubertin. Mais écoutez, c'est parfait. Vous avez très bien participé. Vous savez quoi? On vous souhaite bonne route. Vous êtes à côté de votre voiture sans permis. Vous rentrez du côté de Toulouse. C'est maintenant le départ? Dans une petite heure. Allez, on vous laisse profiter de votre dernière heure de vacances. Et évidemment, dans le poste Sud Radio. Et par contre, je voulais rappeler à la vraie voix tout à l'heure qui s'est excusée, il n'y a pas d'excuse. Sud Radio, le slogan, c'est parlons vrai. Vous avez fait avec votre parler vrai. Vous savez quoi? On lui a dit exactement la même chose pendant la pub, mais vous ne pouviez pas l'entendre. Comme quoi, vous êtes vraiment de la famille Sud Radio, Renaud. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous, Anissa Arfaoui, Bruno Pomar et Raphaël Rémy Leleu. On va parler notamment des déserts médicaux. Vous êtes concernés, 0826 300 300, juste après le journal. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Bon, écoutez, c'est déjà ça, que ce soit terminé la canicule, ou du moins que ça se termine quand même. On espère d'ailleurs que ça n'aura pas posé trop de problèmes pour la santé de nos compatriotes les plus fragiles. Allez, les vraies voix qui sont de retour. Deuxième heure, c'est la deuxième mi-temps, en quelque sorte, de ces vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h, toujours avec une élue parisienne, Raphaël Rémy Leleu, écologiste, je le rappelle, toujours écologiste. Toujours. Nous sommes également avec quelqu'un qui est toujours journaliste, Anissa Arfaoui. Toujours journaliste également. Exactement. Vous avez rappelé la consigne. On ne s'excuse jamais de dire ce qu'on pense sur Sud Radio parce qu'on est là pour parler vrai. Et Bruno Pomar est avec nous.
Oui, je suis un peu vexé parce que Raphaël nous a mis une tannée tout à l'heure. Hein alors, soit elle avait le questionnaire avant, je sais pas. Ou... Ah, sur l'actu. Oui, ou peut-être qu'elle lit la presse. Bien, c'est qu'elle est brillante. Oui, ou elle est brillante. C'est du travail, C'est ça, exactement. Ou du talent, que sais-je. J'en sais rien. Bruno Pomar qui est avec nous, vous le reconnaissez, fondateur du RAID et maire de Belleflou dans l'Aude. Nous allons passer tout de suite un petit coup de fil au 0826 300 300. On retrouve Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à toute l'équipe. Bon, vous aussi, vous allez témoigner, parce que vous êtes d'Auxerre, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. Et dans Lyon, le sujet qui va nous animer dans cette deuxième heure, eh bien, il est très présent. Je parle de quoi ? Les déserts médicaux, c'est ça ? Absolument. Et c'est le mot est faible, hein, quand on dit déserts médicaux, c'est vraiment le désert dans toute sa splendeur. Pas partout en France, faut le savoir, mais je vais vous donner un exemple frappant. Moi, pour trouver un dermato, j'en ai trouvé un. Il faut que je fasse 80 km. Allez, 80 km retour. Et je vous promets que il est où ? Ouais, c'est catastrophique. Il est où, votre dermato ? Des ORL. Je vous parle pas des ophtalmos, je vous parle pas des gynécos, des dentistes. C'est vraiment une région où on a vraiment besoin de médecins. Alors, c'est pas partout en France, hein. Vous avez le sud-ouest, le sud, etc., où il y a beaucoup de médecins, hein, puisque pour l'instant, je suis en vacances et je peux vous dire qu'on peut avoir un médecin du jour au lendemain. Vous êtes où en vacances, tiens, en ce moment, Gérald ? Port-le-Cat. C'est Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales. Mais c'est sur le littoral, surtout. Dans un bel endroit, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plus de médecins. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Le problème en France, c'est la majorité en fait des personnes qui se plaignent, comme moi, et c'est vrai parce que c'est important de le dire. Je pense qu'il faudrait faire une vraie loi. Quand un médecin, par exemple, est jeune diplômé, on doit lui donner la possibilité, je dirais, au bout de 3 ans, par exemple, on le met dans un désert médical, au bout de 3 ans, il a le droit de partir. Oui. Or, c'est absolument pas le cas. Donc, la plupart des médecins maintenant s'en vont, bien sûr, dans des régions attractives. Le soleil, la mer, la plage, et puis effectivement, le nombre de patients qui peuvent venir consulter. Ça, c'est un vrai problème. Voilà. Oui. Et puis en plus, c'est assez vexant pour tous ceux qui ont grandi dans les autres régions. Vous êtes de Lyon, je suis d'à côté, du Gâtinais, c'est exactement la même situation. Et on passe notre temps à entendre les médecins nous expliquer, mais écoutez, on va quand même pas venir là, c'est comme si on n'avait pas d'école pour nos enfants. Tout à fait. Ouais, et tu te rends compte où on va? Parce que moi, je me rappelle, quand il venait dans mon village, j'étais gamin, mon père recevait le médecin à la maison, il restait quasiment une demi-heure à table à boire le café et tout. Enfin, on est dans un autre monde. C'était une autre époque. Alors, après. Oui, d'accord, oui, on peut. Ça fait vieux con de dire ça, mais en attendant, ça interpelle, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai aussi que les nouvelles générations de médecins veulent pas forcément travailler dans les mêmes conditions, et peut-être que nous, on voudrait pas aussi. Anissa, un mot. Oui, il vient juste d'émettre l'hypothèse d'une loi pour obliger les médecins. Alors effectivement, est-ce que la solution, ce ne serait pas une forme de service civique des médecins où une année serait imposée quelque part? Est-ce que finalement, ce serait pas ça la solution? C'est vrai qu'on il y a une proposition de loi qui est en place. Mais après tout, c'est vrai que ça va donner comme d'habitude. Il y a les syndicats qui vont dire oh mais non, la liberté de s'installer où on veut, vous comprenez. C'est des élites. Attention, on touche aux élites. Là, c'est des médecins. Ah oui, il est remonté comme un coucou. C'est Bac plus 10, donc ces gens-là sont au-dessus. C'est clair. Bon, écoutez, Gérald, je suis désolé pour vous, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs comprennent ce qui vous arrive du côté d'Auxerre. Donc, on va vous dire un truc sur Sud Radio. Profitez quand même bien de Port-le-Cat, puis c'est une bonne excuse pour prendre toutes les consultations. T'imagines, tu vas en vacances, tu programmes tes rendez-vous médicaux en fait. Waouh, la dystopie. Je vous remercie vraiment parce que vraiment les vrais, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on a envie de dire avec correction, bien évidemment. Oui. Mais merci à vous, et puis je vous souhaite longue vie. Nous aussi, en tout cas, et longues vacances, si vous y êtes encore, Gérald. On vous embrasse fort, profitez-en, c'est magnifique. Port-le-Cat et le Lyon aussi, c'est sympa. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour du côté d'Auxerre, c'est une très belle ville. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. On va parler d'écologie dans un instant, ça va faire plaisir à Raphaël Rémy Leleu. Recyclage obligatoire des batteries à partir d'aujourd'hui. Tiens, comment ça va se passer? On vous explique tout dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. On a retrouvé Magid Deimat. Vous aviez décidé de nous parler de cette information qui est importante, parce que ça vient de tomber. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le recyclage des batteries électriques devient obligatoire, Magid. Et oui, Jean-Marie, c'est une petite révolution qui entre en vigueur aujourd'hui dans toute l'Union européenne. Le recyclage des batteries électriques
devient obligatoire. Désormais, toutes les batteries des voitures, vélos et trottinettes devront être collectées et recyclées. Et ce sont les fabricants ou les distributeurs qui financeront cette filière. On en parle justement avec Yann Gautron, responsable marché de l'équipement électrique et électronique professionnel et des batteries industrielles chez Écosystème. Cet éco-organisme œuvre au réemploi et au recyclage des équipements électriques. Écoutez, bonsoir à vous mon cher Yann Gautron, puis bienvenue sur Sud Radio. Vous avez une mission toute simple ce soir, c'est nous expliquer ce qui va changer dans notre vie et comment ça va se passer. Je vous laisse entre les mains expertes de Magid Deimat. Bonsoir monsieur Gautron et bienvenue dans les vraies voix de Sud Radio. Écosystème fait partie des éco-organismes qui ont obtenu un agrément du gouvernement pour cette mission de recyclage. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors, notre invité qui nous écoute, alors on a une tradition, il faut que je vous le dise, ça fait 2 semaines qu'on a une petite tradition dans les vraies voix, quand on a un invité en visioconférence, on le voit parler, mais il ne parle plus. Une fois qu'il dit bonjour, vous ne l'entendez plus tout simplement. Hochez la tête si vous pouvez recycler. Alors, on va parler en langage des signes, c'est difficile à la radio, vous l'imaginez bien. Est-ce que vous êtes de retour avec nous, Yann Gautron? Est-ce qu'on vous entend? Non, toujours pas. Alors, on va vous laisser recycler votre Zoom pour faire en sorte qu'on vous appelle sur votre numéro de téléphone et on va se débrouiller pour faire en sorte de faire entendre votre voix. Alors d'abord, 2 ou 3 mots justement avec vous, mon cher Magid Deimat. Vous le disiez, il y a un objectif qui est double. Et oui, il est double. Tout d'abord, il pourra faire réduire l'empreinte écologique de ces batteries très gourmandes en métaux rares et assurer l'indépendance stratégique de l'Europe face à la demande croissante. Raphaël Rémy-Leleu, qui est élu parisienne, écologiste. Mais oui, en fait, parce qu'il y a une forme de piège. On a l'impression que dès que c'est électrique, que ça fonctionne la batterie, et ben c'est super écolo. Sauf qu'en fait, il y a des émissions, il y a des pollutions, notamment du fait de ces métaux rares qui représentent des coûts absolument dingues, y compris pour l'environnement, pour aller les chercher, dans des conditions d'ailleurs souvent assez peu respectueuses des droits humains. Et puis après, il y a tout le traitement. Et par exemple, les fameuses batteries des trottinettes électriques ou des vélos électriques, nous à Paris, on les retrouve dans le canal Saint-Martin ou dans la Seine. Et c'est un vrai problème, bien sûr. Ça fait quoi comme type de pollution ? Tout. Tout parce que c'est des pollutions au lithium, c'est des batteries au lithium déjà. Donc il y a ce risque-là de pollution sur les composants chimiques. Bien sûr, c'est bourré de plastique. Puis même un truc tout bête, c'est extrêmement inflammable. Donc ça peut aussi être des risques quand c'est mal géré en termes de filière de recyclage. Anissa Arfaoui. C'est que cette nouvelle est très bonne, mais c'est une question qu'on pourra du coup poser effectivement à notre invité. C'est que je crois que ça fait pas très longtemps qu'on sait les recycler ces batteries et que jusque là on a investi en masse et à juste titre bien sûr dans l'électrique, les automobiles électriques, les vélos et tout ce que vous voulez. Sauf que en fait c'était extrêmement polluant et hyper dangereux. Je m'arrête là, je sens que l'invité est venu, non? Mais non, c'est pas grave, vous arrêtez pas, tout va bien, mais vous l'entendez sourire parce qu'il est content, il a retrouvé un téléphone. Bon, vous voyez, on s'en refait pas. J'ai retrouvé un téléphone, j'ai trouvé des gens qui sont engagés et qui se rendent compte du problème. Donc c'est parfait pour faire le lien avec la mission qui nous est confiée aujourd'hui. Allez, dites-moi, maintenant, comment ça va se passer concrètement? Si j'ai une trottinette, une vieille trottinette, la batterie de cette trottinette, elle devient obligatoirement, il est obligatoire que je la fasse recycler. Comment je fais? Alors déjà, le premier point, c'est que vous l'avez dit au départ, ce sont les producteurs qui s'organisent pour mettre en place la gestion de fin de vie de ces batteries. On a parlé des batteries que vous retrouvez dans le canal, on a retrouvé des batteries qu'on retrouve un peu partout. Juste pour vous donner une petite idée, est-ce que vous savez combien de batteries vous avez chez vous en moyenne? Un paquet, puisqu'en fait, il n'y en a pas partout. 15. Ça dépend en fait de la superficie de votre logement, mais c'est une batterie par mètre carré. Une batterie par mètre carré. Oui, c'est ça. Il y en a dans les télécommandes, il y en a pas. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Donc il faut avoir ce chiffre en tête d'une batterie par mètre carré pour se rendre compte de l'ampleur du sujet. Et comme vous disiez aujourd'hui, on est en train de tout électrifier, donc on est en train de multiplier encore en plus les batteries qu'on trouve dans nos utilisations tous les jours. Petite question technique importante que je vais vous poser tout de suite, Yann Gautron. Est-ce que la batterie que j'ai dans mon téléphone est le même genre de choses que la batterie que j'ai éventuellement dans ma trottinette, que celle que j'ai dans éventuellement ma voiture électrique ou alors dans ma télécommande? C'est la même chose ou pas? Oui, c'est la même chose en gros, puisque ce sont des batteries lithium, ce qu'on appelle les batteries lithium. Donc c'est la même technologie qui est utilisée. La seule chose qui change, c'est la taille de la batterie. Et donc il va falloir organiser
pour toutes ces batteries qui sont aussi différentes les unes que les autres sous leur forme et également différentes, on parle de batteries lithium, mais même dans les batteries lithium, vous avez des couples électrochimiques qui sont complètement différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez autant de batteries, de types de batteries que vous avez de modèles de batteries qui existent sur le marché. Donc je suis votre regard. Ça va devenir compliqué de recycler tout ça. Si c'est si surtout. Ça va devenir compliqué de collecter de tout ça, toutes ces batteries, et de les recycler. Et donc notre rôle, nous, avec les producteurs, les metteurs sur le marché, ça va être de travailler à concevoir des produits qui soient recyclables, qui soient déjà extractibles des différents appareils et qu'on puisse les recycler derrière. Pour les grosses batteries, ça va être de mettre en place des solutions de collecte adaptées. Ça va être aussi tout le travail de prévention des risques incendies, puisque la multiplication d'utilisation des batteries, ça va multiplier les risques incendies. On en voit tous les jours, des risques des batteries qui prennent feu. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont des trottinettes chez eux, il faut quand même faire attention à la façon de la ranger, de la stocker, et développer une filière de recyclage qui est vraiment naissante aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler de projets qui ont été lancés en grande pompe et puis qui finalement ont fait pchit, comme diraient certains. Oui. Et donc aujourd'hui, notre rôle, ça va être de soutenir des industriels qui veulent bien se lancer dans le recyclage des batteries pour leur apporter des volumes et les conseiller et leur apporter des produits qui soient recyclables. L'enjeu, au final, c'est à la fois de collecter en sécurité ces batteries, de trouver des solutions adéquates et également pour nous, en tant que pays, d'être souverain et de récupérer les métaux qui sont à l'intérieur. Ce sont des métaux critiques, des métaux rares. Donc on va réduire par ce biais-là l'extraction minière et on va réduire notre dépendance aux pays qui notamment la Chine, qui ont ces produits. Ce qui est une très bonne chose et un objectif louable. Alors pardonnez-moi de chercher la petite bête, mais c'est aussi mon métier, Yann Gautron. J'entends, il y a une forme de discordance des temps. Si je lis la nouvelle, je dis depuis aujourd'hui, c'est obligatoire. Si je vous écoute, vous dites notre rôle, ça va être. En d'autres termes, on n'est pas prêt. Non, c'est obligatoire aujourd'hui et il faut monter en puissance. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on commence à récupérer, par exemple, sur les batteries de véhicules électriques, les batteries qui ont été mises en service en 2010, 2011, 2012. Ouais. Donc, on a des volumes qui sont très importants de mis sur le marché, mais des volumes qui sont légèrement moins importants à collecter et à recycler. Et donc, on a un peu de temps, pas longtemps, mais on a un peu de temps pour organiser cette filière et mettre en place des moyens adéquats. Non mais alors moi je vais vous dire, c'est un scandale pas de vous entendre évidemment, et de me dire qu'on pense au recyclage en 2025 alors que les bagnoles électriques depuis 15 ans et les écolos en premier ont voulu à tout prix des voitures électriques, on veut tout électrique, et on a été incapable d'anticiper, de prévoir. Moi si je me remets dans mon boulot, l'intervention on anticipe, on prépare tout avant. Là on s'est dit on fait du tout électrique parce que c'est hyper écolo, c'est formidable, on n'a plus besoin d'utiliser du gasoil ou de l'essence, etc. Et là vous me parlez que maintenant on est dépassé par le nombre de batteries qu'on doit recycler. C'est un peu comme les éoliennes. Vous savez, les pales d'éoliennes commentaires. Oui, non, mais c'est pareil. Mais pourquoi non, mais là, je pose la question à Raphaël. Parce que les écolos se sont battus là-dessus. Très simplement, parce qu'il y a un côté loin des yeux, loin du cœur. Et que, en fait, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand d'un coup, il y a eu ce développement des batteries sur la base des minerais, des terres rares, tout le monde s'est dit, les terres rares, c'est facile, on achète ça en Afrique, on achète ça en Chine, et on est tranquille. Et en fait, ce sont des énergies fossiles aussi, et il est important d'adapter notre tissu industriel, et là-dessus, bien sûr, on est en retard. Et deux, il est important aussi de penser de manière plus sobre, avec du recyclage, avec du réemploi. J'ai une dernière question, mais très rapide pour notre invité, très pratico-pratique. Moi, je me rappelle très bien, depuis que je suis tout petit, on avait des bacs pour mettre les piles usagées à l'entrée des supermarchés. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des bacs? Il y en a encore, hein. Bien sûr. Depuis que j'étais petit, c'était nouveau. Il y en a encore, c'est la plus grosse partie de notre activité. C'est comme ça qu'on arrive à collecter le maximum de piles. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir fleurir des bacs pour les batteries des voitures, ou des trottinettes, ou des gros équipements? C'est des conteneurs qu'il va falloir. Alors, non, en fait, on n'aura pas à collecter ces batteries au même endroit, parce que là, vous parlez de centres de distribution, de centres commerciaux et tout ça. Et comment ça va se passer? C'est le sens de ma question.
Les batteries, on les collectera dans les garages, dans les concessions automobiles, les garages, les centres de démantèlement de VHU. Et donc là, on mettra bien en place des solutions adéquates pour le stockage et la collecte de ces batteries-là. Les centres de démantèlement de VHU, véhicules hors d'usage, en d'autres termes, ce que dans le temps on appelait les casses. Voilà, mais vous êtes sur Sud Radio, la radio de l'auto. Il y a des acronymes qu'on reconnaît quand même instinctivement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir sur Sud Radio, Monsieur Gautron. Yann Gautron, je le rappelle, responsable des marchés de l'équipement électrique et électronique professionnel, ainsi que des batteries industrielles chez Ecosystem. Merci à vous, Magid Deimat. Merci à vous. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Les actualités qui ont retenu l'attention de nos 3 vraies voix, on va vous les faire découvrir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 19h. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Anissa Arfaoui, avec Raphaël Rémy-Leleu et Bruno Pomar. Nous continuons à débattre quand vous ne nous entendiez plus, mais on vous dira à peu près de quoi on débattrait un peu plus tard. Le débat est mieux pendant la pub. Non, je suis pas d'accord. Parce que il nous manque ceux qui nous écoutent. Et c'est pour ça qu'on est content de les retrouver tout de suite. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. De l'actualité. On va pas lancer un débat sur le barbecue, ça c'était un autre été, une autre séquence politique quand avec d'autres écologistes. Quoi qu'il en soit, tout de suite, vous entendiez Raphaël Rémy-Leleu, c'est l'heure du tour de table de l'actualité de nos 3 vraies voix. L'actualité qui retient votre attention ce soir, Raphaël Rémy-Leleu. Dieu est une lesbienne. Dieu est une lesbienne. C'est une phrase au moins qu'on retient tout de suite. C'est une phrase qu'on retient, que vous avez le droit de trouver inspirante, que vous avez le droit de trouver choquante, mais que j'ai le droit de dire. Et c'est même un peu jouissif en France de dire ça comme ça. Dieu est une lesbienne. Et oui, la liberté d'expression, on en parlait tout à l'heure, mais on a une militante féministe, Betty Lachgar, qui, elle, aujourd'hui, est en prison au Maroc parce qu'elle a eu le malheur de porter un t-shirt sur lequel était inscrit cette phrase. Et elle a posté une photo d'elle avec ce t-shirt sur les réseaux sociaux. Alors vous m'avez entendu rigoler parce que je trouve ça drôle, cocasse et insolite, sauf que ce qui lui arrive juste après n'est pas drôle. Pas drôle du tout, en 2 temps. Dieu est une lesbienne, bam, vague de cyberharcèlement. Menace de viol, menace de violence, menace de mort. Et puis, quelques jours plus tard, un emprisonnement par le pouvoir. Aujourd'hui, Betty Lachgar est dans les geôles du pouvoir marocain. On lui reproche un blasphème ? On lui reproche, alors pas uniquement le blasphème, mais le fait d'avoir, je ne sais plus quelle est la formulation exacte, mais d'avoir... Atteinte à la religion islamiste. Voilà. C'est un délit. Attaque à la religion, c'est un délit. Et donc, moi j'avais envie de vous redire ça ce soir. Dieu est une lesbienne, parce qu'aujourd'hui, en France, on a le droit de le dire et on a le droit de défendre toutes celles et tous ceux qui se battent pour la liberté d'expression, parce qu'il faut savoir que Betty, en plus d'être marocaine, est très très souvent résidente en France, c'est aussi ça, à Paris, Charlie. parce qu'elle est persécutée pour ses opinions politiques au Maroc. Son procès aura lieu le 27 août, et d'ici là, j'espère que nous serons nombreux et nombreuses à la soutenir, et que la France se positionnera aussi, puisque nous avons un gouvernement qui nous dit régulièrement qu'il mène une diplomatie féministe. Oui, mais effectivement, il fallait en parler aussi. Bon. Alors moi, je suis totalement pour la liberté d'expression, mais... Je sentais venir le nez dans votre... Mais quelle liberté d'expression Allah is lesbian. Bon, je suis pas très bon en anglais, excusez-moi. Je pense pas que ce soit utile, c'est ce que je veux dire par là. Moi, je suis totalement pour la liberté. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois pas à quoi ça sert, très sincèrement. Mais peu importe, justement. Ben oui, mais c'est de la provocation gratuite, je dirais. On en revient. Qu'est-ce que ça produit réellement? Mais en fait, je peux dire ce que j'ai envie. Votre parole n'a pas besoin d'être utile. Vous avez simplement le droit de l'avoir. Ouais, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Surtout quand on sait les problématiques de religion que nous avons, nous, dans notre pays. Déjà, on le voit, c'est un sacré bazar. Oui, mais au Maroc, c'est pareil. Mais je veux dire, ça a de l'influence chez nous aussi, évidemment. Allah is lesbienne, dans les quartiers et compagnie, ça peut être mal pris. C'est pas que ça me choque, ça me gêne de montrer cette liberté d'expression à tout prix, à travers une phrase pareille. Voilà. Mais c'est son droit. En fait, c'est son droit. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit. Alors effectivement, ça n'a pas de sens, mais c'est son droit. Et ça, on peut pas le lui retirer. Oui, mais ça crée de la haine. Ça crée de la haine. Non, ça crée pas de haine. Ça lui crée la malheureuse bien plus. Oui, mais ça va créer ça lui crée un emprisonnement quand même. C'est pas rien. Mais c'est une petite provocation, qui peut être de bon ou de mauvais goût. Mais c'est son droit le plus absolu. Quand on est effectivement partisan de la liberté
d'expression totale et absolue, en tout cas moi c'est mon cas, elle a le droit de le faire, après que je sois d'accord ou pas, que je trouve ça intelligent ou pas. Voilà, pas nécessaire. Je trouve pas ça intelligent, mais si elle a envie de le faire, elle le fait. On peut dire qu'il faut la libérer parce qu'elle ne méritait pas d'être arrêtée pour ça. Ça rappelle une polémique qui avait eu lieu en France pour le coup. C'était chez nos confrères du service public sur France Inter. Là, vous êtes sur Sud Radio. Si vous nous écoutez, vous ne trompez pas. Mais quoi qu'il en soit, c'était un humoriste qui avait fait une chanson et le texte de la chanson, le refrain, c'était Jésus est pédé. Ça avait fait scandale. Il avait le droit de le chanter, pour le coup, pour la même raison, même si, bien sûr, comme on est en France, heureusement, il ne lui est rien arrivé après ça. Les caricatures, ça a créé quand même beaucoup de morts. Hein. Mais peut-être, mais qui a tiré? Vive la liberté d'expression, 11 morts. Mais non, mais oui, mais qui a tiré? Vous êtes en train de dire que c'est la faute des dessinateurs en disant ça? Non, mais si, Bruno. Non, parce que j'étais chez Calvi ce jour-là, d'ailleurs, danser dans l'air, je me rappelle, donc il y a bien longtemps, et j'avais dit, après ces caricatures, il y a eu encore une première page qui avait été faite par Charlie Hebdo, tout ça pour ça. Et effectivement, à quoi ça sert d'en arriver à des extrêmes pareils pour résultat 11 familles qui ont été endeuillées, 11 morts, 11 familles endeuillées, tout ça pour dire... je sais pas, franchement... Mais en fait, justement, c'est ça qui est beau et qui est important dans les libertés d'expression, c'est que votre parole a le droit d'exister, qu'importe sa valeur. Et je vous rappelle tout de même que la liberté d'expression, y compris en France, n'est pas absolue. Elle est limitée sur des cas très concrets, que sont la diffamation, l'insulte et... Heureusement, parce que l'incitation à la haine ou la violence, ça n'est pas de la liberté d'expression. Par contre, à côté de ça, oui, qu'on puisse raconter tout et même n'importe quoi, c'est aussi ça qui fait la beauté du débat public. Au risque même de sa vie. Bon, ok, pas de problème. Mais on a le droit de risquer sa vie pour ses idées. C'est pas nous qui risquons notre vie quand on décide d'avoir un propos politique. Le problème, ce sont les agresseurs. Le problème, ce sont les personnes qui décident de faire appel à la violence. Oui, mais je fais toujours le rapport avec Charlie Hebdo. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Mais ce genre de comportement a créé une instabilité totale, c'est-à-dire des risques d'attentat, tout un tas de choses. Et moi, je pense, vous savez à qui? Je suis très égoïste, je pense à ma famille. Non, mais je sais, mais moi des risques d'attentat, oui. Parce qu'on s'en prend à la France. Sauf que le lecteur que je suis... Je parle pas de cette dame, hein, je parle de Charlie Hebdo, pour faire le rapport avec ça. Si vous voulez... Ce qui s'est passé, mais c'est pas Charlie Hebdo qui s'en prend à la France. Non, mais si. Dans le comportement, les journalistes de Charlie Hebdo, là-dedans, ont posé la question qui était... Oui, si. Non, mais cette vraie question de la liberté d'expression. Non, mais je comprends qu'on ait un débat là-dessus, si vous voulez, mais on peut pas inverser les rôles comme ça. C'est-à-dire que c'est facile de connaître la fin de l'histoire en voyant que les terroristes ont été au bout des menaces d'autres terroristes en puissance et ont été massacrés la rédaction de Charlie Hebdo. Mais à un moment ou à un autre, quand on se pose la question, quoi qu'on pense du canard... Et ça a levé des tensions dans les quartiers. Mais moi, je connais bien les quartiers, je suis sans arrêt. Je suis pas que dans des studios de radio et de télé. Irresponsables, et quoi qu'il arrive, merde, et pardon de le dire comme ça, ni Charb, ni Cabu, ni Wolinski, ni les autres ne méritaient de mourir. J'ai pas dit ça non plus. Mais non, mais c'est ce qu'on pourrait la conséquence de... C'est pour ça qu'en toute amitié, je me prends le temps de vous répondre, parce que c'est ce qu'on pourrait retenir quand on vous écoute. C'est pour retenir ce qu'on veut. J'ai risqué ma vie dans mon boulot, donc. Je sais que vous avez peur de rien, et encore moins de moi. C'est pour ça que je n'ai même pas la voix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, et le flic que vous êtes s'en souvient, la responsabilité, c'est celle de celui qui commet soit le délit, soit le crime. Et en l'occurrence, la responsabilité, c'est celle de ceux qui ont menacé de mort les journalistes, qui ont menacé de mort cette môme, ou alors ceux-mêmes qui les ont massacrés. Et quoi qu'il arrive, c'est certainement pas celle des dessinateurs qui, eux, n'ont commis aucun crime ou aucun délit. Parce qu'on était en France et que c'est le pays des droits de l'homme. Mais vous avez entendu, on est sur Sud Radio et ça veut dire aussi qu'on a le droit de débattre de tout sans être d'accord. Voilà, ça sale, parlons vrai aussi. Bruno Pomar, il y a une autre actualité qui avait retenu votre attention et ça concernait le budget dont personne ne parle. Le budget du gouvernement. Non, attention, je parle de la fameuse journée du 10 octobre. Là, où tout le monde 10 septembre. La journée 10 septembre, tout le monde a foutu le bordel, évidemment. Journée de blocage du 10 septembre qui s'apprête mettre le bordel à rejeter, et qui s'apprête à rejeter massivement le futur budget que veut proposer François Bayrou. Un budget qui n'a encore pas été vraiment cadré, etc. Avant même que ce soit mis en place, tout ça, avant qu'il y ait des propositions qui soient beaucoup plus concrètes, on parle que de blocage. Voilà, là encore aussi, vous allez m'expliquer que c'est de la liberté sûrement. Mais liberté qui va coûter quoi? Quelques milliards à la France, parce qu'une journée de blocage, ça coûte des milliards, évidemment. Ça risque des affrontements entre mes amis des forces de l'ordre et des manifestants mal intentionnés, comme il en existe, évidemment, parce qu'on aura évidemment toute la horde des Black Blocs qui seront présents, évidemment, pour débattre avec les forces de l'ordre. Débattre. Voilà.
Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on va se retrouver. Je trouve qu'on n'a pas besoin de ça, avec 3300 milliards de déficit, avec un budget qui n'est pas encore voté, avec des problématiques économiques qui sont vastes dans ce pays, avec des gens qui crèvent la dalle. Eh bien, on trouve le moyen de faire une journée qui va être qu'une récupération politique, parce que la France insoumise est là pour récupérer tout ça, évidemment. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais il y a notamment elle. Évidemment, et ils vont en profiter pour dire que c'est grâce à eux. Bon, je trouve ça, pathétique, lamentable. Mais vous avez le droit aussi, c'est aussi ça votre liberté. Bruno Pomar, j'ai peur que vous me reprochiez, mon cher Jean-Marie. Mais je vous reproche rien, pardon. Quand je parle de liberté, vous me parlez comme si j'étais un censeur. J'ai censuré personne, quand même. Anissa Arfaoui. Déjà, à la base, cette journée du 10 septembre, c'était une initiative populaire qui avait circulé sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Et qui ensuite est devenue un objet politique. Donc déjà, ça, c'est le premier point où, effectivement, on entend diverses voix politiques essayer de récupérer le bébé, ce que je trouve tragique. Sur le principe, enfin, tragique pour en tout cas l'initiative officielle d'origine où vous aviez des gens qui effectivement ont peut-être quelques difficultés à joindre les deux bouts et qui se disent que pouvons-nous faire pour que le gouvernement ou que les politiques publiques entendent un peu notre cri de désespoir. On parle quand même de familles en grande difficulté. Enfin, aujourd'hui, on va pas... Les gens ont faim, ça devient compliqué. Donc qu'il y ait à la base une manifestation ou un regroupement déclaré où les gens disent écoutez, il va falloir que vous nous entendiez, on va venir en nombre, on va venir en masse, et s'il vous plaît, écoutez, on veut du pain, sans mauvais clin d'œil. Bon, que ce soit récupéré par des politiques, déjà moi, je trouve ça dommage. Ensuite, vous dites que vous êtes contre cette manifestation du 10 septembre. J'entends vos inquiétudes, en fait, sur les débordements. Mais est-ce que, justement... Bon, d'abord, ils ont le droit de le faire et heureusement qu'ils le fassent, comme ça peut-être qu'on pourra prendre conscience aussi du nombre de gens concernés par les difficultés. Et ensuite, est-ce qu'on peut pas, en amont, puisque vous parlez de prévenir, essayer de trouver une solution pour que ceux qui sont toujours les mêmes et qui saccagent les manifestations comme les Black Blocs, etc., est-ce que vous pouvez pas les arrêter en amont ? Enfin, je dis vous... Non, parce que... non, c'est très compliqué. Ils sont habillés en noir, on les voit, on ne voit que dans les manifs, on ne peut pas les isoler. Mais c'est toujours le sujet, vous avez raison, c'est toujours le sujet des manifestations. La problématique, c'est que c'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Je peux vous assurer, pour connaître un peu le sujet, pour en avoir fait un autre temps, parce qu'on n'avait pas ce phénomène des Black Blocs, mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour les forces de l'ordre de pouvoir faire la part des choses. Et ils le font, quand bien même, entre les manifestants, ceux qui ont le droit constitutionnellement de manifester, ça c'est tout à fait normal et légitime, et les forces de l'ordre sont là pour les protéger. D'ailleurs, au même titre que lorsqu'il y a des équipes de sécurité, des syndicats qui sont présents, etc., CGT, FO, tout ce que vous pouvez imaginer, bon, tout ça n'existe plus. Tout ça, c'est parti à volo, évidemment, parce que les syndicats sont incapables de gérer quoi que ce soit maintenant. Avant, ça se faisait, ça, c'était bien cadré. Bon, là, maintenant, vous avez cette vague des Black Blocs qui est arrivée depuis les Gilets jaunes, qu'on a vu arriver, et qui foutent le bazar dans ces manifestations, et qui oblige, évidemment, les forces de l'ordre à être très offensives avec les braves, avec toutes ces unités spécialisées. Donc, c'est pas simple à gérer. Résultat, c'est que tout le monde est perdant là-dedans, que ce soit nos forces de l'ordre, parce qu'on les voit sous le côté répressif. Les manifestants pacifiques. Que ce soit ceux qui viennent manifester parce qu'ils ont envie de revendiquer. C'est la majorité d'ailleurs. Ben, bien sûr, heureusement. Oui, mais je peux vous assurer, moi, j'y étais en interne, je l'ai vu, donc le vécu, c'est de complexité, je peux vous assurer, pour sortir ces éléments de là. C'est pour ça que les braves ont été mis en place d'ailleurs, pour pouvoir intervenir très rapidement sur les noyaux les plus résistants. Mais quand il y a ça, ben évidemment, autour, vous avez des gens qui viennent manifester. La BRAVEM, la brigade de répression de l'action violente, ce sont les policiers. C'est très compliqué pour les... Voilà, mais en c'est ça. Et en plus, ça ne sert strictement à rien, cette manif, parce que c'est manipulé par tout un tas d'associations. Ultra il a raison. Et moi, c'est pour ça que j'invite à chaque fois, parce que j'aime la passion de Bruno Pomar, d'abord. Et en plus, j'aime beaucoup Bruno Pomar. On va terminer par l'actualité qui a retenu l'attention d'Anissa Arfaoui. Alors, je vais essayer de faire très très vite, même si j'avoue avoir énormément à dire sur le sujet. C'est en feuilletant la presse ce matin, au milieu des désastres et des trompettes sur la guerre et les guerres, je lis dans le journal Le Parisien, 165 personnes habitent dans le bois de Vincennes, près de chez vous par ailleurs. Je les vois quand et je vois surtout que c'est en augmentation. Donc, je suis interpellée, puisque c'est l'arbre qui cache la forêt. Jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Néanmoins, je me suis dit très bien, mais où en sommes-nous en fait dans les sans-abri, dans le nombre de sans-abri en France? Et là, je tombe sur le chiffre titanesque de 350 000 personnes sont sans-abri en France aujourd'hui. On est un pays du G7, on est une des plus grandes puissances mondiales. Et nous avons 350 000 personnes sur le carreau qui vivent dehors. Et d'habitude, ces sujets, en fait, nous interpellent au moment des grands froids ou à la période de Noël.
C'est là qu'on se souvient qu'il y a des gens qui dorment dehors. Sauf qu'en fait, à la rentrée scolaire, c'est important aussi, puisque en 2024, vous aviez 2800 élèves qui ont intégré les bancs de l'école et qui n'avaient malheureusement pas de toit. Ils allaient voilà, recensés. Donc en 2025, ça va être encore plus, vu que ça n'arrête pas d'augmenter. J'ai encore en fait en mémoire une douce musique, une citation en 2017, une promesse. Qui disait il n'y aura plus je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. 8 ans après, le nombre de personnes dans la rue a littéralement doublé. Des enfants, dans 10 jours, iront à l'école sans avoir de toit à la maison. Et je me disais que c'était quand même assez important de et vous aviez raison. De s'en souvenir. Une autre information d'ailleurs qu'il faut rappeler, parce que les associations qui s'occupent des sans-abri le rappellent toujours, on pense aux sans-abri quand il fait très froid, parce qu'on se projette et on regarde et on s'inquiète de leur santé quand il fait froid. Sachez qu'il y a plus de victimes dans la rue, notamment chez les sans-abri, pendant l'été que pendant l'hiver, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une situation très difficile. Merci de l'avoir rappelé, vous aviez raison, Anissa Arfaoui. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. Nouveau témoignage d'un autre maire qui lui aussi cherchait un médecin. Et lui, il l'avait trouvé. Mais on ne le laisse pas travailler. On va vous expliquer pourquoi c'est si compliqué par moment de faire venir des médecins d'ailleurs, alors qu'on en a besoin pour ses administrés. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les vraies voix Sud Radio qui se demandent si c'est grave, docteur. En tout cas, qui se demandent si c'est grave si on ne trouve pas le docteur. Tout de suite, on parle des déserts médicaux. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vous allez nous soupçonner de vouloir en parler pendant toute l'émission, mais sachez d'abord que c'est un des sujets qui fait le plus réagir à l'antenne sur Sud Radio 0826 300 300 en termes de témoignages. C'est aussi un des sujets qui concerne le plus grand nombre de Français et pas seulement des campagnards, pas seulement des ultramarins, pas seulement des banlieusards, parfois même des citadins ultramarins. Parce que je ne vous ai pas regardé, justement. Au contraire. Je me sens victime. Non, vous n'êtes pas une victime. Allez, tout de suite, on en parle avec nos trois vraies voix. Vous entendez Bruno Pomar, qui n'a pas grand-chose d'une victime. C'est le fondateur du RAID des maires de Belleflou dans l'Aude. Nous sommes également avec Raphaël Rémy-Leleu, élue parisienne et écologiste, et la journaliste Anissa Arfaoui. Tout de suite, nous allons retrouver notre invité avec plaisir, qui est maire, qui avait trouvé un médecin, qui est le maire de Barjac précisément. Bonsoir, Édouard Chollet. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Juste un mot pour qu'on vous situe parfaitement, c'est dans quel coin précisément Barjac ? Écoutez, c'est 1 heure à l'ouest d'Avignon et 1 heure au nord de Nîmes, près de la grotte Chauvet de Vallon-Pont-d'Arc. C'est la plus belle de France en plus, l'une des plus belles de France. On a déjà envie de vous rejoindre. Voilà, Édouard Chollet. Vous avez un problème. Il fait chaud. Oui, bien sûr, il fait chaud, j'espère bien. Vous avez un problème, Édouard Chollet, depuis longtemps. C'est que vous aussi, vous n'aviez pas de médecin. Et vous aussi, vous avez tout fait pour en trouver. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord pour faire venir un médecin à Barjac ? D'abord, j'ai acheté pour 500 000 € un ancien bâtiment qui était une fiche médicale où il y avait 4 docteurs. Ce qui est pour ma commune une très lourde dépense. Ensuite, j'ai pas mal communiqué et réussi à trouver 2 médecins, femmes, l'une pour une journée par semaine, l'autre venant de Belgique, voulant changer d'air, se plaisant dans le pays, avec son mari, a décidé de s'y implanter. Et donc, Muriel, elle serait en libéral 3-4 jours par semaine, ce qui ne satisfait pas complètement le besoin. Mais il y a encore un médecin en exercice, le docteur David, et tout le monde me presse de me demander quand vont-ils commencer. Parce que les gens, ils ont vu que nous avions fait des travaux pour rafraîchir le bâtiment, mettre les portes aux normes handicapées, mettre des fibres optiques, des téléphones, des ordinateurs, des bureaux, un hall d'accueil, une salle d'attente. Vous avez tout fait, ça sent la peinture fraîche, tout est prêt pour accueillir ces médecins. Tout est prêt depuis plus d'1 mois et mes médecins ne peuvent pas travailler. Pourquoi ? Pour des raisons non pas d'empêchement concret de bureaux, etc. C'est pour des raisons bureaucratiques. C'est les caisses primaires d'assurance maladie qui ont mis je ne sais combien de temps, je crois 3 mois, pour lui donner un numéro de sécurité sociale. Je crois que la Belgique est quand même dans l'Union européenne. Tout à fait. Et qui maintenant font 1000 obstacles à propos du IBAN, à propos du RIB belge,
etc., etc. C'est un cauchemar bureaucratique. Eh ben, on parle la même langue. C'est incroyable. Comment ça s'explique? Comment ils vous l'expliquent? Alors j'imagine que vous faites en plus les démarches bureaucratiques. Mais oui, mais un maire, vous savez, il fait comme un docteur, il est dans le palliatif. Il guérit ce qu'il peut guérir. Mais oui. Et le pire, c'est pas ça, c'est que... J'ai une lettre de mon docteur, là, ouais. Et ils me disent à la sécurité sociale que le RIB ne peut pas être contrôlé. Ils vont l'envoyer par courrier pour qu'on le leur envoie signé et que ça va prendre 15 jours et plus. Il apparaît également que le numéro de sécu demandé au mois de mai, nous sommes au mois d'août, à la fin août, car elle avait un contrat salarié en France, un domicile en France. Il y a eu 2 mois et plus de discussions, toujours la CPAM. C'est dommage qu'elle soit gardée par des forces militaires à la CPAM, sinon je descendrais les chasseurs du J'imagine. On n'est pas loin de l'insurrection. On n'est pas loin de la révolte. Non, mais je comprends. La jacquerie, mais vous savez, Barjac, c'est commet des barjaqueries. Oui, mais écoutez, oui, ça c'est comme une jacquerie au bon vieux temps, c'est un joli jeu de mots. Non, mais c'est là où on voit quand même, encore une fois, c'est la France. La bureaucratie aussi ça. Dont sont victimes les maires. Moi, je le vois même à mon petit niveau, c'est une catastrophe. C'est la CPAM de Nîmes. Mais écoutez, on va lui faire passer le message. Je pense qu'elle va finir par le recevoir. Le nom du président. Allez-y, balancez. Non, laissez-les. Non, pas de nom. Voilà. Et son adjointe, c'est Madame Uccelio. Honte à ses administrateurs. Alors, honte à eux. Le message. Pendant ce temps, les gens souffrent, meurent, ne se soignent pas. Mais oui, Quelle le message est passé. Pour une histoire de bureaucratie. Bon, on peut comprendre votre colère, en tout cas, monsieur le maire, on la comprend même très bien, on espère que ça va se régler, on va reprendre de vos nouvelles, promis. Juste une chose, en parlant de promesses, il y a une chose que j'avais promis, c'est que si un médecin nous appelait, eh bien on lui donnerait la parole pour qu'ils aient aussi un droit de réponse après tout ce qu'on a pu entendre. Alors, Bruno Pomar, il ne reste pas beaucoup de temps, on va laisser Marc, bien sûr, le docteur qui nous appelle, s'exprimer. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bienvenue. Merci de me donner un peu la parole. Ben oui. Je crois que j'ai déjà intervenu plusieurs fois sur ce qui est le désert médical. Alors, il est vrai que le désert médical, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a très longtemps avec les numerus clausus qui se sont resserrés. Mais la population qui augmente, et fatalement, l'apport par rapport à la demande n'est pas du tout en adéquation. Là donc, ce qu'il y a, c'est le risque. C'est aggraver la santé des patients, le déport de consultation vers les urgences médicales, ce qui fait que les urgences médicales sont saturées, sont engorgées. Et puis la difficulté à trouver un médecin traitant. Alors, et donc vous avez... Alors tiens, on va essayer d'avancer parce que j'aimerais aller à la substantifique moelle de votre propos, mon cher Marc. Vous avez des solutions parce que vous considérez que ce qui est proposé, notamment forcer les jeunes médecins à s'installer là où on en a besoin, c'est une mauvaise idée. Donc qu'est-ce que vous proposez à la place? D'abord, il faut juste en former beaucoup plus. Ouvrir le numerus clausus en faisant pas croire qu'on l'a réouvert, ce qui est faux, puisque on a juste mélangé tout le monde et en disant on a réouvert, mais pas du tout. C'est toujours aussi serré. Et alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on va chercher des médecins qui viennent de l'étranger, mais vous savez, la médecine, c'est comme beaucoup de choses, ça vient, c'est un peu culturel. J'avais fait, je l'ai déjà signalé chez vous, j'avais fait une intervention au niveau européen avec les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols. Et vous ne compreniez pas toujours. Sur la prostate. Voilà, sur la prostate. Et figurez-vous que Allemands, Anglais, Français travaillaient de la même façon pour l'examen de la prostate. Les Italiens, mais pas du tout. Alors imaginez en plus avec les problèmes de numéro de sécurité sociale, on n'en sortira pas effectivement. Écoutez, vous savez quoi Marc, on vous rappellera parce qu'on en refera des émissions sur les déserts médicaux parce que ça concerne absolument tout le monde. Je voulais vous remercier de nous avoir appelés, c'est juste qu'on arrive au terme de l'émission, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Profitez bien de l'Hérault, il doit y faire chaud, j'espère qu'il y fait beau. Merci à nos 3 vraies voix. Merci à vous. Raphaël Rémy Leleu, élue écologiste parisienne, Anissa Arfaoui, journaliste, et Bruno Pomar, maire de Belleflou dans l'Aude. Je vais vous laisser entre les mains de Jean-François Aquili, les amis. Je rappelle aussi que vous le retrouvez dès demain dans le Grand Matin Sud Radio. Et quant à moi, je vous dis à demain soir. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie.